C'est un privilège et avec une grande joie, un peu d'appréhension aussi, que je me tiens devant vous ce matin. Donc je vais essayer de partager avec vous quelques idées, peut-être en rappelant effectivement, comme il a été mentionné, que dans mon rôle à l'État, on est dans une activité de planification. Et donc vous verrez après avec monsieur le maire de Pontevedra, quelqu'un qui est dans l'action. Et vous mesurez toute la différence qu'il y a entre la planification, l'intention, et puis la mise en œuvre du projet par la suite. La question qui était posée, faire battre le cœur de la cité. Mais en fait, pourquoi? Pour qui? Est-ce qu'on parle de dynamisme économique, des commerces? Est-ce qu'on parle du dynamisme économique de l'immobilier? Ou est-ce qu'on parle du dynamisme social, du dynamisme culturel? En fait, on parle de quoi quand on parle de dynamisme de la cité, quand on parle du cœur de la cité? Je pense que, et puis c'est comme ça que j'ai compris et que j'aimerais vous présenter les choses, le cœur de la cité, il doit battre, et il doit battre pour tout le monde. Il doit battre, c'est le symbole de quelque chose de vivant, d'un organisme vivant. Et j'ai voulu vous amener ces quelques images. On peut s'imaginer facilement avoir résolu le problème d'une cité vivante, dynamique, quand on parle du cœur de la vieille ville d'Annecy, où on trouve son patrimoine bâti, ses couleurs, ses fleurs, ses canaux, où on trouve ses marchés, ses commerces, ses zones piétonnes, cette qualité de vie, cette ambiance en fait de vieille ville, son offre culturelle aussi. Et donc, est-ce que c'est ça qu'on cherche à recréer systématiquement quand on parle de faire une ville dynamique, une ville vivante? Finalement, quel est le problème? Est-ce que c'est un taux de vacances important? C'est un taux de rotation élevé? Est-ce que c'est une perte d'habitants dans les villes? Est-ce que c'est une diminution du chiffre d'affaires? Une ville monofonctionnelle? Une ville qui a peu d'intérêt? Est-ce que c'est une perte d'âme de la ville dont on parle? Est-ce qu'on voit que la crise sanitaire a exacerbé en fait certains de ces problèmes et qui l'ensemble de ces questions, elles nous amènent à proposer une réponse qui est une réponse à la fois globale et assez, comment dire, assez enthousiasmante. C'est celle justement de refaire battre le cœur de la ville. Quand on cherche un petit peu les raisons, on a ces éléments qui apparaissent, hein, le perte de dynamisme et d'attractivité. On voit essentiellement en France ou en Europe, disons, peut-être moins en Suisse, mais ces différentes, cette spatialisation, cette spécialisation des centres, pardon, la périurbanisation, l'utilisation massive de la voiture, les hypermarchés et les galeries commerciales en périphérie, la concurrence du e-commerce, la pandémie qui est venue rajouter aussi son lot de télétravail par-dessus. Et on voit qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser. Alors, j'ai piqué à mes enfants une baguette magique pour pouvoir partager avec vous un certain nombre d'éléments. Et je pense que la solution, malheureusement, ça ne sera pas la baguette magique. Je pense que c'est une multitude de petites choses qu'il va falloir, qui sont des pistes et qu'il faut mettre en musique, un peu comme un orchestre ou comme une recette de cuisine, en dosant, en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir à la fin. Je pense aussi que le préalable, c'est effectivement le dialogue et c'est aussi la volonté de faire évoluer les choses. C'est certainement, et puis j'y reviendrai après, le fait de partager une vision commune. Donc là, vous voyez, je ne m'arrête pas sur cette image, mais c'est les points que je vais développer par la suite sur les leviers, en fait, qui devraient nous permettre de retrouver du dynamisme. Et la première question, le premier élément, c'est effectivement le dialogue. Le dialogue, c'est déjà qui sont les acteurs. Les acteurs, les commerçants, les entreprises, les pouvoirs publics, bien sûr,
les habitants, les usagers, les clients, peut-être les touristes. C'est l'ensemble des gens en fait, qui pratiquent la ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en juin 2019 a été publiée une étude qui s'appelait Proxy Conso, qui avait étudié les habitudes de consommation à l'échelle du Grand Genève, pour voir justement quelle était en fait l'évasion commerciale entre la France et la Suisse, et qui montrait que finalement le canton de Genève et la ville de Genève par exemple, gardaient quand même 25% de l'ensemble des échanges commerciaux du Grand Genève. Et sur la base de ces analyses, je pense que le dialogue pourrait s'instaurer, vraisemblablement porté par les autorités, autour justement de cette question de ce débat urbain, de comment est-ce qu'on peut faire vivre la ville. Là aussi, la question c'est, quand on parle de la ville, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la vieille ville de Genève? Est-ce qu'on parle des zones 1 et 2 de la cité un petit peu historique de Genève? Est-ce qu'on parle du canton? Disons, de mon point de vue, à l'Office de l'urbanisme, on devrait presque parler de dynamiser ou de faire battre le cœur des cités. En fait, c'est que chaque ville, chaque quartier devrait pouvoir trouver son dynamisme et sa place dans l'ensemble. Et c'est ainsi que j'imagine facilement qu'il y ait ce dialogue qui s'instaure, un dialogue notamment autour de l'urbanisme pluridisciplinaire, participatif, qui pourrait répondre à la question « Quelle vie voulons-nous dans la ville ?» qui pourrait permettre à l'ensemble des parties prenantes de croiser des regards, de partager un langage commun. Et la question du logement, c'est clairement une question centrale. Je m'arrête 2 minutes, en fait, autour de la question de ville. La ville, c'est l'endroit où ça vit. C'est l'endroit où il se passe des choses. C'est l'endroit de la diversité, c'est l'endroit du foisonnement. Et je pense que l'idée aujourd'hui, et qui a été aussi portée qui se détache et qui commence à se cristalliser comme étant le principe de ces prochaines années, c'est une ville qui permette de trouver dans un périmètre assez restreint l'ensemble des fonctions vitales. Alors on peut rattacher ça à la ville du quart d'heure, à la ville des courtes distances. C'est disons un concept qui est intéressant de se dire peut-être qu'en un quart d'heure de marche à pied, un quart d'heure de vélo, un quart d'heure de tram, un quart d'heure de train, je peux trouver l'ensemble, à satisfaire l'ensemble des besoins que j'ai dans la vie. Aujourd'hui, je pense qu'on est revenu complètement de l'urbanisme fonctionnel, hygiéniste, spécialisé, qui voyait des quartiers comme ça, un peu monotypiques. Aujourd'hui, on doit réfléchir à cette question de mixité. Et vous verrez que j'en parle beaucoup. Mixité générationnelle, mixité des genres, mixité sociale, mixité des activités. Et en fait, on a ce besoin en fait, de créer de la ville d'une manière assez organique, et le logement en fait partie. L'immobilier, qui est une partie, disons, du logement, pose cette question du rendement. Est-ce que j'ai meilleur temps de faire des logements, des bureaux, des commerces, des entreprises? Comment est-ce que je vais intégrer la rénovation énergétique à ces questions? Voilà, c'est toutes des questions qui se posent dans cette approche par rapport au logement. Et puis, la mixité, sur ces images, vous voyez des quartiers où, en fait, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de logement. Il y en a un petit peu. Par exemple, je discutais avec mes collègues de la ville. Entre le Rhône et puis la place de Neuve, il y a 250 habitants dans un quartier, le quartier des Banques, qui est donc assez monofonctionnel. Et c'est ça, en fait, qu'on imagine pouvoir faire évoluer, c'est-à-dire de redonner de la mixité au quartier pour leur redonner de la vie. Et quitter, quelque part, les quartiers monofonctionnels. Je pense que l'autre chose, et je reviens sur cette question de mixité, c'est d'avoir la satisfaction de la pluralité des besoins, notamment dans l'implantation et l'accueil des commerces. Une diversification qui permet justement d'attirer un panel de personnes très, très différents. On sent aussi les évolutions, la baisse de l'activité artisanale, l'augmentation des présences de la métier de la santé et du bien-être,
On voit en ville, par exemple, le foisonnement des cliniques, des dentistes, des wellness, des fitness, des ongleries, des opticiens. On voit aussi la diminution du tourisme d'affaires tourné vers l'hôtellerie de luxe et le commerce de luxe, mais potentiellement l'augmentation, alors même si aujourd'hui avec la pandémie c'est disons des tendances qui sont assez discrètes, hein, mais plutôt une modification vers le tourisme de loisirs, qui est tourné vers des activités, et donc là aussi une piste pour adapter l'offre pour cette nouvelle population. Et puis bien sûr la question assez centrale par rapport à cette diversité de commerce, c'est que tous n'ont pas le même rendement. On peut imaginer que le prix du mètre carré a un impact assez important sur le type de commerce. Et donc là aussi, c'est quelque chose c'est un enjeu important. C'est un vrai problème aussi de mixité pour permettre à chacun de trouver un local pour pouvoir avoir son activité. Et là, il y a plusieurs initiatives. Alors, il y en a une, vous connaissez certainement, c'est le plan d'utilisation du sol de la ville de Genève, qui promeut la mixité, donc du logement dans les opérations, qui demande à ce qu'il y ait des espaces verts qui soient créés dans les projets importants, qui essaye de maintenir des vitrines ouvertes en front de rue. Mais il y a aussi d'autres initiatives. Par exemple, sur le quartier du Relier, à Plan-les-Ouates, au Cherpines, le projet prévoit un mécanisme qui réserve un certain nombre de mètres carrés de surface d'activité à des associations ou à des commerces à très très faible valeur ajoutée, mais à valeur sociale importante. Et donc c'est un partenariat qui est fait entre la commune et puis le promoteur avec un mécanisme de financement et de garantie qui permet à des associations, par exemple, d'avoir des locaux à très bas prix. On arrive assez vite sur l'accessibilité et les questions de mobilité. Là aussi, je pense que dans cette idée de ville des courtes distances, de ville du quart d'heure, on doit pouvoir changer un petit peu notre manière de voir les choses. Moi, j'aimerais qu'on réconcilie les mobilités. Je pense qu'il ne faut pas les opposer et qu'elles ont une complémentarité réelle à offrir. La bonne mobilité, c'est celle qui permet de répondre aux bons besoins. Et donc, je pense que notre société est en train, et on voit aussi les jeunes générations qui passent d'une vision de la possession à beaucoup plus une vision de l'usage. J'ai besoin de quelque chose, je l'utilise, mais je n'ai pas forcément besoin de le posséder. On voit aussi, et puis il y avait des articles dans la presse ce début de semaine, Vincent Kaufmann du Lazur à l'EPFL qui dit qu'en fait il y a des types de profils de mobilité, de consommateurs de mobilité, et puis qu'on peut faire changer, mais qu'il faut faire attention parce qu'il y a des caractéristiques. J'en prends un au hasard, la personne qui aime la mobilité individuelle, qui est individualiste dans sa façon de concevoir son déplacement, il aura de la peine à aller dans les transports en commun. Par contre, Vincent Kaufmann dit que peut-être qu'un vélo électrique lui permettrait de rester individuel tout en faisant évoluer sa manière de se déplacer. Et donc, si on revient à cette idée de la ville des courtes distances, la mobilité, elle s'adapte aussi. Et donc là, sur cette image, j'aime bien cette complémentarité. On voit un tram, on voit des vélos, on voit des piétons, on voit même des voitures. Ça ressemble en fait à une ville qu'on pourrait imaginer, et puis qui peut-être, dont nous parlera Monsieur le maire de Pontevedra, une ville qui est débarrassée le plus possible de ses voitures. Et là encore, ce n'est pas une lutte contre la voiture, c'est justement une organisation de la ville où on arrive à trouver dans chaque quartier à satisfaire ses besoins principaux avec des distances à parcourir qui sont raisonnables ou qui permettent, via les transports en commun, de se déplacer. Je fais une toute petite aparté aussi sur les questions de transition écologique, d'urgence climatique. C'est des questions qui sont prégnantes et dont il faut se saisir. Alors je sais que c'est toujours des questions qui sont difficiles à appréhender entre la question de la croissance et puis la question des ressources et cette question justement de notre empreinte sur notre planète. Par rapport à la mobilité, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est que la meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée. Et donc, je dis ça parce que ça renforce encore cette ambition de la ville des courtes distances d'avoir
une majorité de services à proximité. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire à pied, finalement, on ne consomme pas d'énergie. Tout ce qu'on peut faire à vélo, c'est une énergie raisonnable, très faible. À partir du moment où on commence même à utiliser les transports en commun, c'est des véhicules, c'est de l'énergie de fonctionnement, c'est de l'énergie pour construire les routes nécessaires à ces véhicules. Et donc, même si c'est vertueux, ça l'est moins que la marche ou le vélo, par exemple. Et donc, quand on énonce ce besoin d'avoir des mobilités attractives, performantes, des quartiers de ville qui soient agréables, le pas suivant, c'est d'arriver sur l'espace public. C'est l'endroit où, en fait, on se rencontre. C'est l'endroit multifonctionnel où on se déplace, où on prend un café, où peut-être on flâne, où on a peut-être des activités culturelles. Et donc, je pense que c'est un des grands leviers des collectivités. Peut-être que c'est un levier qu'il faut partager aussi avec le privé. Jusqu'à présent, espace public égale domaine public, égale activité cantonale, communale. Mais peut-être qu'il y a là aussi une piste à travailler main dans la main, acteurs privés, acteurs publics, pour justement permettre d'offrir à nos citoyens des espaces de qualité. L'espace public, c'est le trait d'union qui relie en fait les quartiers, qui relie les places, qui relie les bâtiments. Et donc c'est extrêmement important qu'il soit qualitatif. C'est aussi des espaces de détente, c'est aussi des espaces de biodiversité. Et quand on parle justement de lutte contre les îlots de chaleur, un espace public bien conçu, avec un revêtement clair, avec de la végétalisation, avec par exemple une gestion de l'eau adéquate, c'est un élément qui peut faire baisser de plusieurs degrés la température sur cette place pendant les éléments caniculaires. C'est aussi une manière d'anticiper le réchauffement climatique. On sait qu'aujourd'hui, le rapport du GIEC vient nous le rappeler encore, hein, c'est que malgré les efforts qui sont faits et ceux qui sont encore à faire, on va inévitablement avoir une modification de notre climat avec des événements plus chauds et des événements climatiques plus intenses. Et donc, c'est aussi une manière de la conception des espaces publics d'anticiper ces éléments. Par exemple, on a eu la chance de pouvoir construire les interfaces du Léman Express et dans les plantations, ce qui se fait de manière, enfin je dis nous, mais je pense que les autres collectivités publiques font la même chose. C'est-à-dire il y a une attention qui est portée à planter des végétaux qui sont capables de résister aux évolutions climatiques que nous devrions connaître ces prochaines décennies. Et quand on parle d'espace public, là encore, je reviens sur cette notion de mixité ou de ville inclusive. C'est vraiment quelque chose qui doit permettre à chacun de s'y sentir bien, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, quels que soient les usages, voire même pour des personnes handicapées. On a pu travailler avec un certain nombre d'associations, de partenaires sur la qualification des espaces publics. C'est assez intéressant que selon le regard de la personne, les questions ou les propositions de solutions sont très différentes. Je prends un ou deux exemples. On trouve un revêtement de sol magnifique, un peu perméable, ou bien en granit un peu rugueux, ça fait un peu patiner comme ça. Eh bien, par exemple, les personnes à mobilité réduite trouvent que c'est extrêmement désagréable de rouler avec une chaise sur des revêtements comme ça. Et donc, ils préfèrent des revêtements très lisses. Un autre exemple, les bordures de trottoir. On a nos amis cyclistes qui nous disaient les bordures de trottoir, il ne faut pas qu'elles soient nettes parce que ça éclate les pneus des vélos. Et on a nos amis malvoyants qui nous disent on veut des bordures de trottoir nettes parce que ça nous permet de nous guider de manière assez facile. Et donc on se retrouve avec des demandes comme ça qui sont contradictoires et pourtant tellement légitimes. Et donc le travail sur l'espace public, c'est un vrai travail de dialogue, c'est un vrai travail qui nous permet justement de mettre en place cette ville agréable à vivre. Et pour aller faire un pas plus loin, on est en train de travailler sur un guide des espaces publics à destination des collectivités du canton de Genève pour justement partager en fait cette expérience, rassembler l'expérience des autorités communales et puis proposer quelques idées et quelques guides sur la conception des espaces publics pour la suite.
je continue. L'intérêt de la ville, et c'est aussi lié à son histoire, à son patrimoine, à son identité. Là, vous voyez la place du Mollard, de jour, de nuit, avec une requalification qui a été faite de manière extrêmement sensible, extrêmement précise, avec ces pavés lumineux qui, en plus de donner des messages sympathiques, permettent une ambiance complètement différente de celle que vous connaissiez peut-être avant, avec les spots de 4000 watts qui vous éclairaient le dessus du crâne. C'est aussi un élément extrêmement important. C'est comment est-ce qu'on respecte l'identité des lieux, comment on crée ce sentiment de qualité urbaine. Et là, on a des paradoxes dans ce quartier. Je prends les rues basses, ou si vous prenez la rue du Rhône, en fait, qui est une rue finalement assez peu agréable, on a les places finalement, place Longemal, la place du Mollard, qui sont extrêmement agréables et qui donnent envie en fait de voir cette mutation du centre-ville vers des choses plus qualitatives, de l'espace public, de cette reconnaissance du patrimoine. J'accélère un petit peu, je vois que le temps passe vite. Un autre élément qui permet de dynamiser la ville, c'est toute la question des équipements, qu'ils soient culturels, sportifs, d'éducation. Ici, vous voyez la Nouvelle Comédie, le centre de la Queue d'Arve. On voit que c'est aussi dans cette idée d'offrir des activités, des aménités à l'ensemble de notre population à proximité. Là, en plus, on est à la gare des Eaux-Vives, donc sur un nœud de transport extrêmement important. Donc on commence à construire en fait cette intensité. Et je pense que c'est peut-être un mot qui est plus intéressant que celui de densité. La densité, ça fait un peu peur, ça fait un peu tour, avec des rues étroites, c'est un peu sombre. L'intensité, ça parle de vie, ça parle de dynamisme. Et donc, ce quartier-là, attendons quelques temps pour voir si on réussit le pari d'en faire un quartier intense, un quartier dynamique, un quartier qui vit. Au-delà des équipements, il y a aussi tout l'événementiel. On voit par exemple, quand il y a eu les géants qui sont venus à Genève, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était énorme, la population que ça a drainé, l'animation que ça a mis dans les rues de Genève. Et donc, ça peut participer, cet événementiel, à faire vivre et battre le cœur de la cité. Et puis, j'arrive vers la fin, la question des services à la population. Là aussi, on n'est pas tourné que vers le commerce, on a aussi des besoins assez simples. Et si on arrive à fournir ces besoins à la population, on participe aussi à limiter les déplacements et à répondre aux besoins santé, services administratifs, postes, notaires, avocats, associations, voilà, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais de pouvoir, dans les différents quartiers, avoir ce panel de services qui permet aux gens d'éviter de se déplacer et qui crée de l'activité. Et puis, le dernier point, alors, il sera développé bien plus profondément par M. Eschbach, qui intervient juste après moi, mais c'est aussi un élément important. C'est l'infrastructure numérique, c'est d'arriver à réconcilier en fait, le commerce présentiel et puis le e-commerce, de voir comment est-ce qu'on arrive à jongler en fait, sur ces deux tableaux pour pouvoir dynamiser l'activité, plateforme commune, l'infrastructure physique en fait, qui permet ces éléments. Et puis au-delà, peut-être aussi tout ce qui concerne la logistique. On n'en a pas parlé dans la mobilité, mais c'est vrai que c'est aussi une question importante. Comment les magasins sont approvisionnés, comment les clients sont approvisionnés, comment est-ce qu'on gère ces éléments-là. On est en train de réfléchir à un hôtel logistique à la Praille, par exemple, voir comment ça peut se mettre en place. Il y a le TCS, je crois, qui a lancé un vélo cargo pour justement déplacer des petites marchandises à vélo. Donc voilà, c'est un point encore important. Et puis, pour boucler la boucle, il y a quelque chose disons, d'important. Alors, ça peut être un peu gadget, mais je pense que c'est disons, un élément nécessaire, qu'on l'appelle manager de centre-ville, qu'on l'appelle city manager. Je pense qu'il y a besoin d'un endroit ou d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fédèrent un petit peu l'ensemble des questions qui se posent autour du dynamisme et de la construction de la ville. La coordination des acteurs, la facilitation des démarches. Alors, j'ai mis décrypter et décloisonner les administrations. Ça va vous faire sourire venant de quelqu'un qui est dans l'administration.
orienté, impulsé. Je pense que là, il y a vraiment un enjeu et il y a vraiment quelque chose à travailler. Je vois en interne de l'administration, j'imagine assez facilement le chemin de croix que ça peut être pour quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant et qui doit aller dans tous les services de la ville, dans les services du canton et faire son pensum pour, à la fin, quelque chose de finalement assez simple, assez naturel. Et peut-être que quelque chose d'un peu coordonné, d'un peu centralisé, hein, une sorte de guichet unique peut-être, permettrait d'aider en fait, tant ça peut être sur le plan économique, ça peut être sur le plan de l'urbanisme, ça peut être sur le plan des autorisations, sur le plan sanitaire, sur le plan des questions du droit du travail, d'arriver à trouver quelque chose qui facilite en fait et qui aide les entreprises et les commerces à s'implanter dans la ville. Et donc j'en finirai avec cette magnifique image de Carouge qui, de mon point de vue, réussit assez bien ce dynamisme, donne envie, vit le jour, vit la nuit, permet à ses habitants de trouver à satisfaire la majorité de leurs besoins dans un secteur finalement débarrassé de ses voitures, assez sympathique. Donc voilà, c'est mon ambition pour nous, si on arrive à impulser ces dynamiques dans le cœur de chacun de nos quartiers, de faire que non seulement le centre-ville de Genève, mais les nouveaux quartiers. Hein, vous savez, en ce moment sont inaugurées les Belles Terres à Tonnay. Voilà, c'est un quartier aussi qui doit vivre. Bientôt les Cherpines. Il y a des quartiers comme ça nouveaux qui se créent aussi. Et on a une certaine expérience, hein, Meyrin, Le Lignon, les Avanchais, avec des réussites plus ou moins discutables. Mais voilà, aujourd'hui, avec cette conscience, avec cette volonté, avec ces quelques pistes, mon espoir, c'est qu'on arrive justement à faire battre le cœur de l'ensemble de nos cités. Merci.